Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette journée Sustainability chez Forvia. Donc, un programme très riche depuis hier et ce matin, donc plénière, conférence, présentation. Nous allons continuer justement cette demi-journée en nous posant la question suivante. Comment concilier business et défis environnementaux ? Comment justement concilier les objectifs de rentabilité et de croissance des entreprises d'une part, avec les attentes sociétales qui sont croissantes, comme vous le savez, et un nouveau cadre réglementaire. Ce sont pas mal de questions que nous allons aborder aujourd'hui et nous allons accueillir dans un instant Patrick, le président de Forestia, va nous rejoindre sur scène tout à l'heure, mais nous avons également avec nous Pascal Canfin, le député européen, président de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au Parlement européen, qui nous rejoindra dans un instant. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir une personne, c'est une femme exceptionnelle, une navigatrice hors pair. Elle a réalisé pas mal d'exploits en mer. Elle est également très engagée en France et à l'international pour préserver les océans. Je peux parler longtemps, mais je préfère la laisser parler. Elle est également ambassadrice auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour l'éducation à la mer et les classes de mer. Mesdames et messieurs, nous allons l'accueillir dans un instant. Vous avez deviné, c'est Maude Fontenoy, mais je propose d'abord de regarder ces images. Maude Fontenoy est en mer, ça y est, c'est parti pour son tour du monde à l'envers. C'est un tour du monde à l'envers, en solitaire, sans escale et sans assistance. Un périple de 25 000 nautiques, soit près de 47 000 kilomètres. Quand on voit ce genre de truc, on a vraiment la trouille de se faire couper en deux. Et j'ai été réveillée en sursaut par mon alarme et une chance qu'elle ait sonné. Je vous assure que je ne suis pas vraiment rassurée. Et j'ai hâte qu'il quitte ma trajectoire et qu'il aille faire un tour ailleurs. Le vent forcit petit à petit. L'Oréal prend de la vitesse. J'ai réduit la voilure, le ciel se couvre. Anxieusement, nous attendons tous les deux la dépression qui approche. On m'annonce des vents à 40 nœuds. Je me force à garder le sourire. 60 nœuds de vent, 10 mètres de creux pendant plus de 24 heures. Mais ça y est, je viens enfin de doubler le cap de Bonne-Espérance. C'est une première étape derrière moi. L'océan m'a laissé passer et décide donc de me donner une chance dans l'Atlantique. La vie est belle, ça valait vraiment le coup. Ce matin, le ciel n'a jamais été aussi sombre. Je re-regarde les fichiers météo. 55 nœuds, 9 mètres de creux, voilà le programme. Si ces 2 derniers jours ont été un avant-goût du cap, ça promet. Ça cogne, ça tape, ça secoue, et ça dure, et dure encore. Ça souffle un truc de fou dehors, et c'est vrai que je suis franchement pas rassurée. Donc je suis allée dehors pour aller réduire au maximum la voilure. Et au bout du compte, on y arrive, quoi, même si je me suis fait peur et je me suis fait laver par les vagues. Que vous dire d'autre, que je trouve le temps bien long et que ça va durer encore 5 heures et que j'ai super mal au ventre tellement que j'ai peur. La navigatrice Maude Fontenoy a franchi le Cap Horn, une belle performance.
Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, grave déception pour Maude Fontenoy qui était en passe de réussir son défi du tour du monde à la voile en solitaire et à l'envers. Elle a dématé ce matin après 4 mois de mer et à quelques jours seulement de son arrivée à La Réunion. Super difficile de laisser passer ce container. Ça fait 4 mois et demi que j'ai vu personne. Là, je vois des humains tout près. Alors que je suis dans une situation un peu de survie. Et j'ai dit expressément que je voulais pas être sauvée. Maude Fontenoy a réussi à déblayer le pont de son voilier. 10 heures d'effort, des mains en sang et bien sûr l'épuisement. On a réussi! Voilà, je viens de me lever, je suis crevée. J'ai du mal à récupérer. Voilà la bombe qui était sur le côté et que j'ai donc ramenée avec un système de planches, de shampoing, de bidon sur ce centre de Rouf et voilà, des heures et des heures de boulot. Je suis contente, je suis super contente. Je suis heureuse, voilà, je suis bien. Je suis contente parce que bientôt il y aura l'arrivée. Bon, ah oui. Ah, ça donne le mal de mer, non? Bonjour à tous. Je suis très très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour plein de raisons. Merci Patrick de ton accueil. Merci à tous. L'engagement aujourd'hui des entreprises, et notamment pour une mobilité plus durable, sera sûrement l'un des défis les plus importants à relever et sûrement une des clés pour aller vers ce futur qu'on aspire tous. C'est vrai que ces images, elles reviennent un peu de loin parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir la caméra, la cassette, l'énergie en l'occurrence pour pouvoir se filmer. Chacune de mes aventures à la voile, à la rame, j'avais toujours un peu de mal à ramener quelques images. Bon, là je l'ai fait pour tous les enfants dans les hôpitaux, à l'école qui me suivaient et qui voulaient que je leur raconte avec des images, donc elles viennent de loin. Alors, c'est vrai que quand je suis partie, moi, traverser ces océans à la rame ou faire ce tour du monde à contre-courant, c'était pour moi relever un défi ambitieux, mais c'était surtout relever un défi qui n'avait jamais été réalisé par aucune femme. J'avais voulu faire le choix de prendre ce tout petit bateau à rame qui fait 6 mètres, d'être complètement dépossédée de tout, de partir avec la substantifique moelle de toi, tes 2 petits bras, 2 avirons, et d'aller jusqu'à traverser le plus grand des océans en solitaire et sans assistance, en l'occurrence l'océan Atlantique puis l'océan Pacifique. C'était des premières féminines, et c'est vrai que ma volonté, elle était de montrer que ce n'était pas une question de gros bras, mais plutôt une question de travail, d'organisation, d'abnégation, parfois de certains sacrifices, qui nous amenaient à réaliser des défis plus grands que nous. Parce que c'est vrai que les défis qu'on a tous à relever dans nos existences, et Dieu sait qu'on en relève quotidiennement, c'est souvent, et celui de la mobilité, c'est souvent une immense montagne. Et c'est vrai que cette grande montagne, le sommet est généralement un peu dans les nuages. Ce que nous apprend, ce que moi m'ont appris mes aventures, c'est que finalement on apprend à couper cette montagne en petits bouts pour rendre chaque étape, l'une après l'autre, un peu plus digeste. Et c'est finalement comme ça que même le plus grand des océans, étape par étape, jour après jour, en déstructurant un peu le problème, tu finis même par traverser ce plus grand des océans qui paraissait inaccessible, impossible. Alors bien sûr, on ne le fait pas tout seul parce qu'on a des équipes derrière soi. Alors on est moins connecté que Thomas Pesquet qui parfois il est dans la station, tu as l'impression qu'il est dans ta cuisine.
Moi, je n'avais pas toute cette technologie. Néanmoins, on a une équipe à terre qui croit en vous et des gens qui, chacun, dans leur rôle, ont eu leur place, leur part. Et cette aventure, on l'a fait ensemble. Et c'est vrai qu'on est donc, à un moment donné, isolé en mer, mais on n'est pas complètement seul parce qu'on a justement cette équipe avec nous, derrière nous, sur lequel on peut compter. Et puis, c'est vrai qu'entre celui qui met tes vêtements sous vide, ta nourriture en poudre, enfin, chacun dans son rôle, quand on a tiré au sort, celui qui devait ramer, finalement, c'était moi. Mais en l'occurrence, chacun avait son rôle important pour parvenir à réaliser l'objectif final. Alors après, moi, c'est vrai que quand je pars dans ce type d'aventure, on peut se demander où est-ce qu'est la partie de rêve, parce que je dis souvent que c'était pour moi la réalisation d'un rêve. Parce que c'est vrai qu'on ne fait bien que ce qu'on fait avec envie, ce qu'on fait avec passion. Et ici, en déambulant à travers l'espace d'exposition, je vois cette passion, ce goût de l'excellence, ce goût de la performance. Et je sens le travail de chacun pour relever ce défi-là. Et c'est vrai qu'il y a ce plaisir. Moi, je partais d'abord relever des défis parce que c'était mon rêve que de me retrouver là, sur cette grande carte toute bleue, et de pouvoir prendre ma position GPS et de me dire, je suis là au milieu. Je suis là au milieu de ce grand univers extrêmement fascinant, et je suis arrivée là par ma simple volonté, détermination, avec la force de ma volonté. Coup de rame après coup de rame. Et c'est vrai que ça, c'est un plaisir unique. Alors bien sûr que, bon, il y a beaucoup de moments de souffrance aussi. Il y a beaucoup de moments de doute et il y a beaucoup de moments difficiles. Alors, on emmène avec soi naturellement un bagage de préparation. D'ailleurs, on me demande souvent si j'ai eu peur. La peur, c'est un atout, parce que la peur, elle te permet d'être plus mesuré, d'être plus préparé, d'être plus concentré, d'avoir ta ligne de vie toujours accrochée au bateau quand tu fais une manœuvre. Donc tu l'emmènes avec toi, c'est presque un atout. Puis après, tu emmènes ton bagage, justement, c'est cette équipe, c'est ces sacrifices que tu as fait avant de partir, c'est cette préparation. Tout ça, tu l'emmènes avec toi. Et c'est là où tu vas finalement puiser l'énergie dans cette préparation et ces motivations du départ. Pourquoi je me lance ce défi? Quel est mon objectif? Et là, tu te poses vraiment la question tout à fait sincèrement de pourquoi tu le fais, avec ce que tu peux y perdre et ce que tu peut-être y gagneras. Et c'est dans ces motivations que tu vas replonger un peu tes racines dans les moments où tu as le mât qui tombe, ou en l'occurrence, tu as le bateau à rame qui se retourne. Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait le choix d'être vraiment dépossédé de tout face au grand univers, et en l'occurrence là au grand océan, qui font quand même les 3/4 du globe. On n'est quand même pas grand-chose. Alors c'est certain que quand tu as les tempêtes qui commencent à monter, dans le bateau à rame, tu n'es vraiment pas grand-chose. Et je me souviens que dans l'Atlantique Nord, à un moment donné, il y a les vagues qui commencent à monter 10-12 mètres. Ça a commencé à 2 mètres, ça a fini à 10-12 mètres de haut. Donc des vagues de 10 mètres de hauteur. Donc là, naturellement, dans la nuit noire, pour ceux qui connaissent la mer, qui savent comment ça peut être le noir, vraiment comme dans un four, quand tu es vraiment emprisonné dans cette nuit, avec le bateau à rame dans ces tempêtes, imagine le bateau qui dégrincolait là, et qui allait s'écraser au bas de la déferlante, et le bateau à rame s'est retourné 17 fois dans la même nuit. Du coup, tu es enfermé à l'intérieur dans un genre de tambour de machine à laver mode essorage, dans un mi-jus de mer, mi-vomi, où tu n'as plus d'oxygène. Pour te répondre, Patrick, tu n'as plus d'oxygène au bout de 20 minutes. D'où tu dors que par tranche de 20 minutes. Parce qu'en fait, le truc est étanche, et donc du coup, tu dois ouvrir ton capot pour laisser rentrer un peu d'air, mais il ne faut pas que tu le laisses ouvert au mauvais moment, parce que si le bateau commence à se remplir d'eau, là, tu es sûr de couler. Et tu te sens vraiment, vraiment vulnérable. Et à ce moment-là, naturellement, que tes 2 neurones qui te restent se connectent, et tu te dis, pourquoi? Et tu aimerais abandonner. Sauf que quand tu es lancé, et en l'occurrence là, dans ce type d'aventure, tu ne peux pas déclencher ta balise Argos. Personne ne peut venir te chercher quand tu es dans les 40e rugissants, et quand tu as 10 mètres de creux, le bateau viendrait là, tu serais en bas. Enfin. Donc là, il faut tenir, il faut s'accrocher. Dieu sait que j'imagine que beaucoup d'entreprises ont dû s'accrocher pendant cette crise du Covid, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Alors moi, on m'avait dit, plus ou moins, j'avais
pseudo-suivi météo assez réduit. Et on m'avait dit, a priori, ça devrait durer 48 heures. Alors, je savais la notion du temps. Moi, je me souviens que j'avais une petite montre qui était affichée, et je me souviens des secondes, et je me disais, mais 1 minute, c'est hyper long. Mais alors, 1 heure, mais 48. Et donc, dans des moments comme ça, il faut juste tenir. Et ce qui est certain, c'est que ça t'apprend à gérer un peu ton stress, et après, à t'accrocher. Mais moi, c'est vrai que j'ai compris ce que ça pouvait être que de mourir de peur, quoi, d'être presque à te griffer tellement tu as peur, d'être dans un état de panique. Et je peux vous dire que quand ça finit par passer, quand tu ressors à 4 pattes de ton cockpit, un peu comme un fil de fer tout cassé, tu sors dehors, tu as l'impression vraiment que la mer est encore agressive. Et à ce moment-là, tu as le sentiment qu'on t'a donné une deuxième chance. Alors là, tu pourrais abandonner. Mais quand tu as vécu tout ça, tu te dis, attends, on a vécu le plus dur, on ne va pas lâcher maintenant. Et puis finalement, des moments de bonheur, des vrais moments de bonheur comme ceux qu'on peut imaginer, on en a aussi. Alors c'est vrai qu'ils sont petits, ils sont éphémères, souvent ils sont de très courte durée. C'est le moment où tu rencontres les baleines et les dauphins, mais je veux dire, c'est incroyable, parce que quand tu es arrivé, moi ça a duré 5 mois, c'est 5 mois en solitaire, sans parler à personne, sans voir personne. Enfin, quand au bout de 4 mois et demi, à un moment donné, tu es dans tout petit bateau à rame, tu entends les évents des baleines, tu sors de ton petit truc là, avec ton petit espace d'1 mètre carré, et tu es au milieu d'un groupe de baleines. Les baleines, elles font qu'à 3 fois la taille du bateau. Donc, tu as l'impression que tu as National Geographic qui vient jusqu'à toi. Enfin, il se passe quelque chose. Et là, les baleines, elles sont mais comme, je sais pas si vous avez, comme sur un rail, quoi. L'impression qu'elles suivent leur trajectoire. Et là, tu te dis, bon, quand même, je suis un petit peu vulnérable parce que je suis quand même en plein milieu du chemin. Alors, si jamais ça vous arrive, c'est jamais... moi, j'ai commencé à essayer de leur faire peur, taper dans mes mains, tout ça. Non, la baleine, elle suit complètement sa route. Donc là, tu en es à, ok, c'était vraiment le paradis, il va vraiment falloir que je sauve ma peau. Donc, à vite fermer les capots, ranger tes avirons, enfin. Et là, vous savez, parfois sur Terre, on veut arrêter le temps. Alors là, je peux vous assurer que j'ai cet énorme mastodonte qui arrive là, et le truc... plonge sous le bateau. Moi, j'ai l'eau dans le cockpit qui vibre, les jambes, pareil. Et la baleine plonge sous mon embarcation. Et là, tu as l'impression vraiment que le temps s'arrête. Tu te dis, mais pourvu qu'elle ressorte un peu plus loin. Et il s'avère que la baleine ressort un peu plus loin, limite sort la tête, sort un œil, te demande. Et c'est des moments, je veux dire, tu ne peux vivre ça que parce que tu as ramé seul pendant 4 mois et demi sur l'océan. C'est des moments extrêmement intenses. Et je suis heureuse vraiment de partager ça aujourd'hui avec vous, parce que c'est sûrement ce qui fait naître dans chacun d'entre nous nos vocations, peut-être, en l'occurrence, moi, celle qui est la mienne, de préserver les océans. Et c'est vrai que finalement, que je vous parle des tempêtes, du mât qui tombe, tu as 32 mètres quand même de mât, qui se casse la figure d'un seul coup sur toi. Je veux dire, tu as déjà perdu 10 kilos, tu as des tendinites partout, tu es rincé, tu n'as plus de nourriture, peu jusqu'à la fin, parce que c'est que de la nourriture en poudre. À un moment donné, moi, mon désalinisateur est tombé en panne, j'ai dû boire mon urine. Et là, juste, tu as le mât qui tombe. Tu te dis, non, mais c'est pas possible. Et là, pour arriver à retrouver l'énergie de te dire, attends, je ne vais pas déclencher ma balise Argos, on va voir comment je vais passer la nuit. Et c'est dingue, parce qu'à ce moment-là, je mets mon canot de sauvetage à l'eau, parce qu'il faut être prêt, mais il ne faut jamais, ça vous arrive, jamais quitter le navire avant qu'il ait coulé, parce qu'on est toujours plus en sécurité dans le navire que dans le canot de sauvetage, où on a une durée de vie limitée. Et là, le mât donc, qui s'est cassé la figure, qui vient s'empaler quand même sur le siège du barreur où j'étais 2 minutes avant, j'ai juste le temps de me coucher, et là, le mât cogne contre la coque, et là, je suis dans la version où, d'accord, donc là, maintenant, c'est le canot de sauvetage. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un canot de sauvetage? Bon, tu te dis, je mets un peu de nourriture en poudre, mon désalinisateur, bah non, donc une bouteille d'eau, donc un GPS de secours, enfin. Et je mets dans ce canot de sauvetage, et à chacune de mes aventures, je me suis rendu compte que c'était l'humain, des trucs hyper personnels qui nous faisaient réussir. Là, je mets dans le canot de sauvetage la montre que m'a offert Owen Jones
patron de L'Oréal, qui avait pensé que le jour de Noël, je serais seule sur mon bateau et que donc j'ouvrirais un cadeau. Et il avait pensé, ou on avait un peu pensé pour lui, à m'offrir un cadeau. Et ça m'avait tellement touchée qu'on puisse avoir cette attention, que j'emmène cette montre qui n'a aucune utilité dans le bateau, en l'occurrence. Mais à chaque fois, je me suis rendu compte de ça. Et finalement, quand la nuit passe et que je dois retrouver l'énergie pour trouver une solution, pour reprendre la baume, la hisser en mât et essayer de repartir sur cette aventure pour ne pas abandonner, alors je pense naturellement au petit Mohamed de la cité de la Pierre-Collinet à Meaux qui avait dit Maud, c'est évident qu'elle va y arriver à son tour du monde. Elle nous avait dit qu'il ne fallait jamais baisser les bras. Donc grosse pression, mais je pense aussi à... Quand j'ai pris ce grand bateau à voile, il appartenait à un grand marin barbu, vous imaginez. Et quand je prends ce bateau à voile, on part donc par le gros temps pour voir un peu comment ça se goupille avec ce gros bateau dans le gros temps, avec le grand marin barbu qui me montre un peu et puis qui est là, à côté. Et puis quand on revient, il y a encore gros temps en fait dans le port. C'est moins facile déjà à garer que Matwingo, tu vois. J'arrive dans le port et là, j'arrive vraiment vite sur le ponton, tu vois. Et je me dis, mais comment, tu vois, naturellement, tu n'as plus de voile, tu n'as rien, mais tu n'as pas de moteur non plus sur ces bateaux-là, tu vas arriver à faire ta manœuvre. Enfin. Et sur le ponton, il y a le photographe de l'AFP. Tu vois, le mec qui va faire ta réputation. Et sur ce ponton, eh bien, je viens m'emplafonner dans le ponton. Avec le grand marin barbu qui ne donne pas un coup de barre, tu sais, pour filer un petit coup de main. Non. Il me laisse m'emplafonner dans le ponton devant le mec de l'AFP, qui voit, je crois, une certaine détermination dans mon regard à ce moment-là, et qui se dit, et on est restés très copains, et qui se dit, oh, je crois qu'elle ira, à mon avis, jusqu'au bout. Et bien, étonnamment, je pense à ce moment-là, quand le mât tombe et quand j'ai plus l'énergie, et où je me dis, bon, il faut qu'on y aille, il faut essayer de trouver une solution. Donc, c'est toujours des mosaïques de motivation, et parfois certaines très intimes, qui nous redonnent l'énergie, la force, de prendre un peu de hauteur, comme le dirait Bertrand Piccard, de lâcher un peu du lest pour essayer de voir un peu quelles sont les solutions, ce que vous faites chaque jour, d'essayer de regarder un peu du dessus le labyrinthe pour essayer de voir un peu quels sont les moyens. Mon engagement pour les océans, il est né de tout temps, parce que j'ai passé plus de temps de ma vie sur l'eau que sur la terre ferme. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes aventures et après au travail de ma fondation et avec les scientifiques, je me suis vraiment rendu compte que finalement, au-delà du fait que les océans sont les 3/4 du globe, peut-être que c'était avec une communication autour de « c'est presque par égoïsme qu'il faut préserver l'environnement pour toutes les solutions qu'il nous apporte ». Et en l'occurrence, les 3/4 du globe sont été trop longtemps les grands oubliés. C'est-à-dire qu'on pense forêt amazonienne, on pense moins ces 3/4 du globe. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup d'associations comme moi essaient de militer pour que les océans retrouvent un peu leur place. Et c'est vrai que de penser qu'on est allé plus souvent sur la surface de la Lune que dans la profondeur des océans, qu'on investit 100 fois plus dans le spatial que dans la recherche dans les océans, c'est vrai que ça nous fait réfléchir parce que ce grand bleu, pourtant, c'est toutes les solutions pour venir au secours des problématiques des humains. Et des choses qu'on ne connaît pas, qui sont que plus de la moitié de l'oxygène que tu respires vient non pas des forêts amazoniennes, mais d'abord de l'océan. Que c'est la marmite de l'humanité. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de désordre sur la pêche entre le pêcheur artisanal français et l'énorme bateau asiatique qui va tout racler. C'est les énergies de demain avec un potentiel en énergie extraordinaire. C'est 22 000 médicaments qui sont aujourd'hui étudiés dans le milieu marin. 13 prix Nobel pour des recherches grâce au milieu marin. C'est extraordinaire, que ce soit le pacemaker grâce au cœur de la baleine, que ce soit le verarénicole avec l'hémoglobine 40 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine qui vient d'un petit ver marin, que ce soit le cône magicien qui est un petit coquillage qui a un antidouleur 1000 fois plus puissant que la morphine. Des solutions incroyables qui viennent de la mer. Et pourtant, aujourd'hui encore, c'est 10 millions de tonnes de déchets qu'on rejette à la mer chaque année. Donc on a abandonné tout ce qu'on ne savait plus quoi faire sur Terre dans ces océans. Et il est temps aujourd'hui qu'on reprenne le leadership. La France, elle est la deuxième puissance maritime européenne, mondiale. Elle est la première européenne. On a un domaine exceptionnellement grand et c'est à nous de prendre ce leadership sur ces enjeux.
Et c'est ce qu'a souhaité faire le président en faisant le One Ocean Summit en février dernier, en mobilisant les acteurs internationaux sur ces enjeux. Aujourd'hui, parler de la préservation de l'environnement, c'est aussi parler des océans, parce que tout ce que vous faites sur Terre, ça a un impact sur la mer. Et ce que la mer est, c'est aujourd'hui la survie des hommes. C'est tout ce qu'elle nous apporte pour notre survie. Et en termes de transport, en l'occurrence, 90% de toutes les marchandises véhiculent d'abord par les océans. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui d'inventer le transport maritime de demain. Pour moi, d'être avec vous aujourd'hui, c'est à la fois naturellement vous dire que vous êtes dans le bon axe, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir ce cap, et ce cap hyper ambitieux que vous avez pour 2045, et ces nouvelles conceptions, ces nouvelles motorisations, ces nouveaux équipements sont indispensables. Et il faut absolument être leader dans ces questions-là. Et je pense que c'est à nous, Français, de montrer justement cette voie, et que cette voie est possible. Ensuite, dans mes aventures, moi, ce que j'ai appris, c'est que le bonheur n'était pas forcément confortable. Vous l'avez compris, il y a du plaisir dans le dépassement de soi, dans la réalisation de défis ambitieux. On se révèle face aux obstacles, face aux défis à relever. Il y a une passion, une énergie que je ressens ici et qui est indispensable pour réussir. Et finalement, moi, c'est pour ça que je suis partie 1 fois, 2 fois, 3 fois, et que voilà, il y a une satisfaction personnelle non pas dans l'acquisition, quand on vous met une médaille autour du cou, mais plutôt dans la concrétisation, dans ce chemin qu'on parcourt ensemble pour réaliser quelque chose de plus grand que nous. Et donc, pour conclure, juste une phrase, peut-être qui vous parlera autant qu'à moi pendant ces longues aventures, c'est que là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maude Fontenoy, merci. Maude, reste avec nous. Patrick, rejoignez-nous. Maude, c'est pas la première fois que je t'écoute, mais à chaque fois, ça me fait des frissons. Et je dis, c'est comme la première fois. Je t'emmène la prochaine fois. Et la prochaine fois, je viens avec toi. Ça, c'est avec grand plaisir. Patrick, vous venez avec nous aussi. Maude devrait être remboursée par la sécurité sociale. Après ça, quelle est la dimension de nos enjeux? C'est juste ridicule. Hein. On a parlé d'ambition, on a parlé de travail, on a parlé de courage, on a parlé d'énergie, et on a parlé surtout de résilience, parce que c'est quand même ce qui nous préoccupe à nous aussi. Hein. C'est cette résilience nécessaire pour avancer dans le gros temps. Et je trouve ça extraordinaire. Mais vraiment, enfin, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quand le matin, parfois, je me lève et je me dis c'est pas facile, à côté de ce que tu as fait, c'est vraiment ridicule. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. C'est vraiment gentil. Mais c'est vrai que c'est vraiment j'aime bien, moi, cette démarche du colibri, cette démarche du petit pas. Moi, pour vous donner un peu une idée, je prenais ma position GPS tous les matins. Donc, je faisais ma petite croix là, sur ma grande carte toute bleue, puis je ramais 8 à 10 heures par jour. Puis des fois, je ne voulais pas attendre le lendemain matin. Tu vois, je reprenais ma position GPS le soir. Et figure-toi qu'il m'arrivait d'être au même endroit. Et je me souviens que j'avais de temps en temps donc le PC à terre, qui était tant autre que ma maman, paix à son âme, qui m'avait dit déjà c'est une connerie, mais si tu dois appeler quelqu'un, ça sera moi. Et qui me disait avec beaucoup d'humour, mais râle pas, heureusement encore que tu as ramé. Et c'est vrai qu'il m'arrivait parfois de reculer. Et donc voilà, il faut s'accrocher chaque jour, mais mine de rien, quand tu lâches pas, même ce plus grand des océans qui te paraît complètement inaccessible, et ben, tes petites croix après tes petites croix, chaque jour je pouvais me dire, écoute, je ne sais pas où je serai demain, je ne sais pas où ça m'emmènera, ce que je sais c'est que ce soir, j'ai donné le meilleur de moi-même, je me suis dépassée et avec les moyens qui m'ont été donnés, j'ai vraiment fait mon maximum, je peux me regarder dans la glace en me disant, voilà, j'ai fait de mon mieux. Et puis, finalement, mine de rien, eh bien, la victoire, elle est tous les soirs. Et puis, victoire après victoire, tu fais finalement quelque chose de plus grand que toi. Il n'y en a qu'une, Maude. Merci Maude. Tu restes encore un peu avec nous. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et effectivement, donc voilà, donc on l'a entendu. Hein, donc ce réchauffement climatique qui demande une réponse collective. Patrick, vous l'avez dit aussi, donc que ce soit à tous les niveaux, hein, entreprises, citoyens, mais aussi politiques. Et nous avons avec nous un autre invité que nous avons le plaisir d'accueillir. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Pascal Canfin.
Pascal, bienvenue. Bonjour. Bon, et Pascal, donc peut-être une petite réaction sur ce que vous avez entendu. C'est vrai que ça devrait être remboursé par la Sécu, parce qu'on a tous le sourire. Tu es assez extraordinaire, je dois dire. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de travailler aussi avec Isabelle Autissier, qui a fait d'autres performances. Puis maintenant, avec une autre députée européenne qui s'appelle Catherine Chabot, que tu connais aussi, qui prend ce week-end le départ de la route du Rhum, avec Hélène MacArthur. Donc, il y a... Et ce sont... Je ne sais pas pourquoi, ce sont les femmes. Je ne sais pas si c'est un hasard ou s'il faut y voir autre chose. Ah non, pas un hasard. Ce que j'allais dire, vous avez, la réponse était dans ma question, qui, après avoir vécu cette performance, ces moments extraordinaires que peut-être seule la navigation en solitaire au long cours permet, eh bien, tire des leçons pour en faire une utilisation collective de cette expérience personnelle. Parce que les 4 personnes dont j'ai parlé ont ensuite cherché à s'engager pour protéger l'océan, soit des plastiques, soit d'autres menaces qui le guettent. Donc voilà, c'est une leçon que je retiens. C'est intéressant de voir que ce sont des femmes. Et je crois, j'imagine que Patrick, tu as fait le lien avec ton activité en permanence lorsque tu écoutais Maud. Moi, je l'ai fait aussi avec la mienne. Et effectivement, si je dois résumer dans tout ce que tu as dit 2 éléments qui m'ont particulièrement touché dans le lien avec l'activité politique. Premier, c'est de ne jamais perdre de vue la finalité et donc le rêve quelque part. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on cherche collectivement? Quel problème qui nous dépasse tous cherche-t-on à régler? Il se trouve que dans les sujets dont on va parler, je pense que le sujet numéro 1 que l'on cherche à régler sur les enjeux de mobilité, c'est évidemment l'enjeu climatique, et on va en parler dans le détail. Mais à chaque fois, tu disais, il faut raisonner étape après étape, il faut saucissonner, il faut prendre le premier problème, puis ensuite passer au second, etc., parce que sinon, c'est tellement... Voilà, c'est impossible. Et je crois que c'est exactement l'aller-retour permanent que le politique doit faire. S'il ne fait que le premier pas sans jamais se dire « ça n'est qu'un pas dans un marathon », ok, il a fait le premier pas, il a ramé 1 journée, 2 journées, 3 journées, il n'a clairement pas fait être allé au bout du rêve. Mais s'il prend son rêve et qu'il est incapable de mettre la méthode pour permettre d'y arriver, il n'y arrive pas non plus. Et je crois que c'est l'association des deux que je retiens et qui est particulièrement frappante et que j'essaye, moi, modestement, dans le cadre du Green Deal européen, de mettre en œuvre. Merci Pascal. Et après, justement, cette bouffée d'oxygène, nous allons parler du vif du sujet. Hein. J'allais dire les questions qui fâchent, mais non, mais c'est pas vrai. On ne va pas poser des questions qui fâchent, mais voilà, on va parler concrètement. Donc vous l'avez mentionné. Donc le rôle des politiques est très important. Comment est-ce qu'on peut faire avancer justement cette cause environnementale, mais sans toutefois perdre de vue tout ce qu'il y a autour, donc l'activité économique, la préservation de l'emploi. Donc comment est-ce qu'on y arrive ? D'abord, je dirais 2 points de départ qui sont 2 convictions fortes que j'ai et je pense qu'on partage tous, ici en tout cas. La première, c'est qu'on ne peut transformer dans la durée le modèle économique qu'avec les entreprises. Pas forcément avec toutes les entreprises, mais l'imaginer qu'on puisse le faire sans les entreprises n'a absolument aucun sens, puisque si moi, responsable politique, nous fixons collectivement des règles du jeu, je ne fais que fixer des règles du jeu, je n'investis pas, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas moi qui invente les technologies, je ne suis pas ingénieur, etc. Et je ne suis pas financier pour financer tout ça. Donc, on a besoin d'un travail collectif. C'est pour ça que, dans le cadre de mon mandat, j'ai créé l'Alliance pour la relance verte au moment du Covid, et on continue à échanger avec plus de 100 CEO dans toute l'Europe, pour précisément s'inspirer de ce qui peut se faire de mieux dans le monde des entreprises et se dire, OK, mais si vous savez faire ça, vous, alors pourquoi ne peut-on pas en faire la règle générale? Parce que c'est cette innovation-là qui va nous permettre de changer les émissions dans la durée et à l'échelle qu'il nous faut changer. Et c'est cette multiplication de ces innovations qui font qu'à la fin, on a fini par atteindre le rêve, le Graal, entre guillemets, sur la lutte contre le dérèglement climatique, à savoir limiter le réchauffement à 1,5 degrés et à inventer, déployer une économie neutre en carbone en une génération. C'est un défi extraordinaire, c'est un défi qui est bien plus rapide que les révolutions industrielles précédentes.
J'entends parfois dire oui, mais 2050 c'est loin. Vous savez tous, vous qui êtes dans le monde de l'entreprise, que 2050 ce sont des investissements qui sont faits aujourd'hui. Et 30 ans pour changer un modèle économique qui repose essentiellement aujourd'hui encore sur les énergies fossiles, c'est une révolution beaucoup plus rapide que les révolutions industrielles précédentes. Donc c'est un défi majeur. Et donc ça, on ne peut pas le réussir sans les entreprises. Je ne pense pas que ce soit faisable. Et le deuxième élément, c'est ce que moi je résume en une formule, c'est-à-dire transformer sans fracturer. Tout ce qu'on vient de se dire et ce qu'on va évoquer sur les technologies, sur les changements de règles du jeu, le Green Deal européen, la voiture zéro émission, etc., c'est de la transformation. C'est de la transformation même très profonde pour certains acteurs économiques. Pour vous, mais pour des concurrents ou pour d'autres acteurs de la chaîne de valeur, c'est vraiment une modification radicale de leur modèle économique. Si on le fait en plus en fracturant le business, en fracturant d'un point de vue social, en fracturant d'un point de vue territorial, en polarisant dans la société, et je crois qu'on a encore des exemples récents qui montrent qu'à peu près tous les sujets de transformation écologique peuvent donner lieu à une théorie du changement qui est une théorie de la polarisation, moi je crois que c'est la recette de l'échec. Franchement, je suis convaincu que c'est la recette de l'échec. La seule façon de réussir, c'est précisément de dépolariser et de trouver les chemins du compromis, du consensus, des compensations, des innovations, des gagnants, des perdants, etc. et de mettre tous ces sujets sur la table et de se dire, OK, comment on fait? C'est précisément pour ça, et on y reviendra peut-être dans le détail, que lorsque la semaine dernière, nous avons au final validé la règle européenne, la directive sur le règlement sur les standards CO2 des voitures, donc qui montent à 2035 zéro émission. Je rappelle que ça n'est pas 2035 100% électrique. Le mot électrique ne figure pas dans la réglementation. C'est une réglementation sur la performance environnementale qui doit être zéro. Ensuite, libre à chacun de savoir comment il veut y arriver. Mais dans cette dernière nuit de négociation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un fonds de transition juste pour les salariés des sous-traitants, tier 2, tier 3, etc., qui seront potentiellement négativement impactés par cette évolution, parce que si on ne le fait pas, effectivement, sur certains territoires, dans certains parcours de vie, dans certaines PME, on a un choc qu'il ne faut pas nier. Et donc, il faut compenser ce choc par des mesures sociales évidentes. Et donc, on est évidemment dans une transformation profonde, mais sans jamais fracturer. Justement, Pascal, vous parliez de le réussir, de le faire ensemble. Il faut travailler ensemble, mais c'est des réglementations qui sont quand même assez fortes. Est-ce que ça se fait en concertation? J'aimerais bien avoir votre réaction peut-être avec Patrick dessus et Pascal, si vous voulez. Alors, 2-3 choses. D'abord, quand on dit zéro émission, à ma connaissance, il n'y a pas de solution alternative à l'électrique. Donc, quand on dit zéro émission, on dit 100% électrique. Il faut être très clair. Aujourd'hui? Oui, et en 2035 sûrement. Après, moi, je ne juge pas. C'est vous qui savez, c'est pas moi. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je crois que personne ne conteste le zéro émission. Je crois que tout le monde a compris qu'il faut aller vers le zéro émission. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point-là. Le problème, c'est la transformation. Le problème, c'est combien de temps faut-il pour qu'on puisse passer de la situation d'aujourd'hui à une situation zéro émission. Et quand on regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, fabriquer une voiture électrique, c'est 5 ans. Par contre, gérer un réseau électrique et l'upgrader pour qu'on puisse charger ces voitures, c'est au moins 10 ans. Fabriquer l'électricité, en particulier sur le renouvelable, donc avoir un parc qui augmente systématiquement et dans tous les pays et de façon importante, mais aussi de l'autre côté pour les métaux nécessaires à cette électrification, et en particulier sur les batteries, il faut 20 ans. Donc si on commence par ce qui nécessite 5 ans, sans avoir mis en place ce qui nécessite 10 ans et ce qui nécessite 20 ans, alors on se met dans les mains de ceux qui auront anticipé davantage que nous, et certaines régions du monde, une en particulier, a anticipé beaucoup plus que nous. Et je crains seulement que la mobilité doit rester abordable, moi je parle de ça tout le temps, si elle n'est pas abordable, on va avoir des tensions sociales très importantes. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pour éviter les tensions sociales? Eh bien on acceptera d'importer la mobilité que certains savent faire
et s'affaire à des prix abordables. Petite réaction, Pascal. Alors, c'est évidemment des questions centrales qu'on n'ignore pas. Le premier élément, je vais peut-être le prendre à l'envers. Sur l'aspect social, le coût, là on rentre vraiment dans le débat sur le véhicule électrique qui n'est qu'un élément, certes symboliquement très fort, mais qui n'est qu'un élément d'un ensemble beaucoup plus large, qui est comment on va transformer les règles du jeu aussi pour l'aviation, les bateaux, etc. Donc c'est moins votre marché, c'est moins votre modèle économique, donc on va peut-être moins en parler aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une pièce d'un puzzle plus large. Il n'y a pas un focus particulier sur la question électrique au détriment du reste. Maintenant, si on zoome sur le véhicule, sur la décision qui a été prise, cette décision, encore une fois, c'est un système de performance. Aujourd'hui, j'ai tendance à être d'accord avec les industriels. Encore une fois, je l'ai précisé dès le début, ce n'est pas moi qui vais fabriquer ces voitures. Donc je suis agnostique en termes technologiques. Si le monde de l'industrie dit la performance aujourd'hui, le zéro émission, c'est la batterie, bon, on fait sur la batterie. D'autres disent non, ça va être de l'hydrogène, mais d'autres disent non, l'hydrogène, c'est pas pour la voiture, gardons-le pour les camions et pour les bateaux, etc., etc. Puis ça peut être le e-fuel, mais le e-fuel, c'est encore plus cher, encore plus rare, donc gardons-le pour autre chose. Moi, je suis très ouvert. Il n'y a pas de dogmatisme. La vision effectivement dominante, mais peut-être que dans 10 ans, quelqu'un trouvera autre chose, mais la vision dominante, c'est celle que vous venez de décrire, savoir l'électrique pour la voiture, beaucoup plus de discussions sur hydrogène versus électrique pour les camions, les bus, et puis ensuite encore plus de nouvelles frontières à découvrir sur les bateaux, les avions. Une fois qu'on a dit ça, ça veut donc dire qu'on a effectivement un enjeu de sourcing. Là-dessus, on a une stratégie dans le cadre du Green Deal, notamment avec Thierry Breton, qui repose sur 4 piliers. Le premier pilier, et je ne les hiérarchise pas, c'est juste que je ne peux pas les dire à 4 en même temps. Premier pilier, c'est la diversification des contrats par rapport à ceux qu'on a aujourd'hui. Deuxième pilier, c'est la circularité. Mais la circularité, par définition, elle ne vient que lorsque l'on a suffisamment de matière à rendre circulaire. Donc il faut à un moment donné monter en puissance. Et on est dans ce moment où justement on va monter en puissance. Donc la circularité, c'est une réponse de moyen terme qu'il faut préparer maintenant. Et je crois d'ailleurs que vous-même, vous y travaillez fortement sur certains de vos équipements. Mais par définition, elle ne peut pas se mettre en place et déployer à 100% tout de suite. Troisième élément, l'innovation. L'innovation, précisément dans le fait de se dire le lithium-ion, est-ce que c'est forcément ça la batterie dans 15 ans? Ou est-ce qu'on est capable d'aller inventer, et je crois que c'est une société estonienne ou lettonne, je crois que c'est estonien, qui est aujourd'hui financée sur des fonds européens massifs, en train de trouver les alternatives au lithium-ion sur des matériaux soit beaucoup moins critiques, donc beaucoup moins problématiques d'un point de vue stratégique, soit qu'on possède nous-mêmes. Et je crois que ça, c'est une nouvelle frontière de l'innovation qui est absolument stratégique. Pourquoi penser que dans 15 ans, le lithium-ion sera toujours la seule technologie pour faire des batteries? Et pourquoi on sera toujours dépendant de matériaux qu'on ne possède pas? Donnons-nous cet objectif d'innovation. Et on est en train de le faire et les premiers éléments positifs arrivent. Je ne suis pas industriel, je ne sais pas ce qu'ils valent. Aujourd'hui, ils ont l'air très prometteurs sur la partie lourde, je dirais, l'électrification de gros, par exemple sur le minier, sur des gros véhicules. Est-ce que sur la voiture, demain, c'est opérationnel? Je ne sais pas, mais c'est là. Et je vous invite vraiment, enfin, je vais être moins dans du business que d'autres, mais c'est clair que ça va arriver. Et la quatrième, je finis là-dessus, la quatrième, c'est d'avoir du minier responsable. Et moi, j'assume totalement le fait de dire qu'on ne peut pas renoncer au fait à dire s'il y a des choses chez nous qui sont liées à la transition écologique, il faut être capable de les extraire de manière responsable chez nous. Ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais c'est juste la cohérence logique du propos général. Ça, avec déjà ces quatre stratégies, ces 4 piliers de stratégie que nous n'avons pas encore déployés. Donc, je te rejoins en disant qu'on doit tout faire en même temps. Maintenant, là où je te rejoins moins, c'est si tu dis qu'il aurait fallu commencer par ça, parce que la nature est ainsi faite, le business est ainsi fait, vous le savez très bien, bien mieux que moi, que quand la pression n'est pas là, quand c'est juste un horizon temporel, théorique, qui peut-être arrivera un jour, mais en fait on n'en sait rien, bon, la réalité c'est que ça ne décolle pas. Donc il faut mettre en place le cap, il faut fixer la règle, sachant qu'on a mis bien évidemment dans le texte ce qu'on appelle une clause de révision, c'est-à-dire que si vraiment ça déraille, si vraiment on arrive, tout ce que je viens de dire, rien ne marche,
Bon, on verra bien, on n'est pas stupide. Mais comme il n'y a aujourd'hui aucune autre technologie qui nous permet d'atteindre la neutralité climat, eh bien, on mise là-dessus. On mise sur cette performance. Et sur l'électricité, c'est un autre sujet. Je pourrais y répondre, mais je suis déjà trop long. Justement, Pascal, nous n'avons pas beaucoup de temps et j'ai quand même pas mal de questions, donc on va revenir sur les réglementations. Donc peut-être, Patrick... Je voudrais juste faire une précision. Quand on parle de voiture électrique, c'est ce qu'on appelle le powertrain. Donc c'est la base de traction qui est électrique. Et ensuite, on alimente une voiture électrique avec de l'énergie électrique stockée dans des batteries ou de l'énergie qui est fabriquée par une pile à combustible à partir de l'hydrogène. Mais on est toujours sur une voiture électrique. Une voiture hydrogène, ça n'existe pas. Juste pour être précis, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Simplement, la dépendance au réseau est différente. Et donc l'enjeu après, c'est comment on fait l'hydrogène. Oui, mais l'hydrogène, il faut le faire à partir d'électricité, et en particulier d'électricité renouvelable. Et on fabrique de l'hydrogène pour pouvoir le transporter, pour pouvoir le stocker. Absolument. Raison principale avant même les usages que l'on peut en faire. Je voudrais juste aussi répéter, juste un point, parce qu'on revient toujours à la même chose. On parle de 2035, d'accord ? D'ici 2035, on ne changera pas de technologie de batterie, même si on découvre de nouvelles technologies. Parce que les investissements qui se font en dizaines de milliards vont devoir être amortis. Et on ne va pas pouvoir changer au milieu du gué, au moment où on fait ces investissements-là, pour s'assurer que l'on sera capable de produire suffisamment de batteries pour les véhicules dans les années à venir, on ne sera pas capable de faire ça en simultané. Donc il va falloir que l'on prenne le temps d'amortir et que l'on regarde quelles sont les technologies et en fonction de leur maturité et de leur coût, bien entendu, pour pouvoir passer à quelque chose de différent. Donc tout ça prend du temps. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, et l'industrie automobile ne se bat pas contre, je ne crois pas du tout, le zéro émission, tout au contraire. Enfin, je pense qu'on est tous partie prenante. On dit seulement, attention, si on fabrique des voitures par millions et qu'il n'y a pas de borne de recharge, qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas l'électricité? Parce que vous avez parfaitement raison. C'est systémique. Donc à partir du moment où si c'est systémique, c'est-à-dire que si vous changez une pièce du puzzle mais que vous ne changez pas le reste, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'au moment même où nous avons finalisé le texte sur le CO2, on a, dans 15 jours, la finalisation d'un autre texte sur le règlement batterie, qui précisément va nous permettre de prioriser sur le marché européen l'importation, quand on ne produit pas, ou la production de batteries qui auront des performances environnementales meilleures que celles d'aujourd'hui. Moi, je trouve un tout petit... Je comprends l'effet lock-in, une fois que vous avez investi 10 milliards, OK. Mais en même temps, dire que l'innovation va s'arrêter là, maintenant, alors que la révolution de l'électrification de l'automobile commence, sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc il y a un chemin entre les deux, entre... Les innovations vont arriver de partout, précisément maintenant, parce que c'est une grappe d'innovation, l'électrification de la mobilité, et que c'est vrai pour les voitures, c'est vrai pour les camions, c'est vrai pour les bus, etc. Donc ça va interagir. En même temps, vous avez raison, il y a des effets lock-in. Donc il faut gérer les deux. Mettre le curseur à 100 sur l'effet lock-in, honnêtement, je crois que c'est un petit peu excessif. Maintenant, sur l'aspect troisième texte, donc deuxième texte, les règlements batterie, parce qu'évidemment, on veut produire les batteries chez nous. Troisième élément, l'Alliance européenne des batteries. Nous étions nulle part sur la production de batteries, nulle part. Aujourd'hui, grâce aux gigafactories, aux mégafactories qui sont en train de se mettre en place, on a vocation à être, en 2025, le deuxième producteur de batteries au monde derrière la Chine. J'ai même lu des papiers qui disaient « attention au risque de surproduction ». C'est-à-dire qu'on est en train de passer de rien du tout à éventuellement un risque de... Non mais, quatrième texte, ce que je veux dire, c'est que c'est comme la navigation en solitaire, c'est un tout. Si vous enlevez une pièce, ça coule. Bon, là, c'est pareil. Si on enlève une pièce, ça coule. Mais laissez-moi juste vous présenter en une seconde un autre élément de la pièce, le règlement AFIR sur les bornes de recharge, où on est en train de passer d'une directive vague à un règlement obligatoire avec des vraies sanctions. On est en train de créer les modèles économiques. Les modèles économiques, là, aujourd'hui, le pays qui a développé le modèle économique sur les bornes de recharge, et ça marche, c'est les Pays-Bas. Pourquoi on ne peut pas réussir ailleurs en Europe, en France, en Allemagne, etc., ce qui a été réussi aux Pays-Bas? Pas génial, c'est juste un accord institutionnel entre différents acteurs pour partager le risque. Donc on est capable de le faire.
On pourrait en parler longuement, Pascal, il reste quelques minutes, mais moi, je vais quand même ramener la discussion sur le sujet de la réglementation, qui est quand même très important pour l'industrie. L'industrie a des attentes fortes vis-à-vis de ces réglementations. Donc, 2 questions peut-être pour vous, Patrick. D'abord, les réglementations, ça peut être aussi source d'opportunités. Et pour vous, Pascal, comment est-ce que vous accompagnez justement les acteurs de l'industrie? Nous avons quelques minutes, donc je compte sur vous pour respecter le timing. Mais à nouveau, la réglementation, selon moi, n'est pas homogène sur... C'est un système complexe, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais donc, ça veut dire qu'il faut des réglementations qui soient homogènes en fonction des différentes briques qui constituent ce système. Et il y a des temps incompressibles qui sont très différents au niveau de ces différentes briques. Et donc, il faut que l'on soit capable de s'ajuster à ce système complexe pour pouvoir avoir une chance d'être successful, d'être capable de délivrer. Je voudrais juste 30 secondes parler de quelque chose qui m'a toujours étonné, c'est la Chine. Si vous regardez la Chine et sa progression économique sur les 20 dernières années, et la capacité que la Chine a démontrée à investir dans une infrastructure par anticipation pour pouvoir donner à son industrie la possibilité de se développer comme c'était prévu est fantastique. Fantastique. Je ne crois pas qu'on soit capable de faire quelque chose d'équivalent ni en Europe, ni aux États-Unis. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que les réglementations sont ainsi faites que l'on va obliger le maillon le plus capable ou le plus facile à bouger en premier, sans tenir compte de la chronologie nécessaire. Et je pense que ça, c'est un élément qui est très très important et que l'on devrait davantage considérer. Encore une fois, je ne parle pas du long terme. Je parle du terme qui a été fixé et qui, moi, me paraît être extrêmement ambitieux. Et je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas qu'on y arrivera. Pascal, challenge, nous avons moins de 2 minutes, je vous laisse juste répondre. Je laisse finir peut-être le tour d'horizon très rapidement pour que vous compreniez bien qu'on essaie de ne laisser aucun élément de l'équation de côté. L'accessibilité. L'accessibilité, c'est pour ça qu'en France, on a une offre qui est en train d'arriver de leasing de voitures électriques à 100 € par mois. Et c'est pour ça qu'on discute avec les constructeurs automobiles pour faire un véhicule d'entrée de gamme électrique en Europe. La montée en gamme, lorsque Carlos Tavares, que vous connaissez bien, dit « moi je préfère la marge au volume », c'est l'inverse du droit à la mobilité, la marge au volume, parce que ça veut dire qu'on en fait moins mais plus cher. Bon, donc c'est vraiment l'inverse de l'entrée de gamme. Donc à un moment donné, nous, notre volonté politique en France et en Europe, elle est très claire. On veut faire un véhicule électrique zéro émission d'entrée de gamme en Europe. Encore faut-il qu'on ait des partenaires de jeu, bien évidemment. Si personne ne joue le jeu, on n'y arrivera pas. Sur le plan social, donc je l'ai dit, il y a l'aspect accessibilité. En fait, une voiture zéro émission, une voiture électrique aujourd'hui, globalement, elle est moins chère à l'usage, plus chère à l'achat. Elle est plus chère à l'achat, donc il faut réduire la question du surcoût à l'achat. Il faut lisser dans le temps, c'est précisément ça qu'il faut inventer avec les banquiers, avec un peu d'ingénierie financière. Honnêtement, c'est beaucoup plus facile que de faire le tour du monde à la voile, quel que soit le sens de rotation. Et le dernier élément, c'est que évidemment, on fait ça en bonne intelligence avec les industriels et avec les producteurs d'énergie, et notamment d'électricité. C'est ce que vous avez dit, à un moment donné, il faut que le réseau suive. Moi, je n'ai entendu aucun régulateur de l'électricité, donc le RTE en France et les équivalents RTE ou l'Association européenne des RTE, nous alerter sur le fait que c'était incompatible. Et RTE a sorti son propre scénario que vous avez tous vu passer l'année dernière sur la neutralité carbone et comment on y arrive. Ils ont intégré le véhicule électrique et ça passe. Donc ça ne passe pas facilement, il y a des investissements à faire, il faut faire des choses, mais ça passe. Donc arrêtons d'avoir peur et au contraire, essayons d'avancer de l'avant et de réaliser ce rêve qui passe par la mobilité zéro émission. C'est un sujet intéressant. C'est juste dommage que Jean-Bernard Lévy ne soit plus avec nous parce qu'il vous aurait parlé du temps qu'il faut en France pour construire une centrale nucléaire.
si je peux me permettre, ça n'a strictement rien à voir, puisqu'il suffit... Non, ça n'a rien à voir. Bon, on va pas faire ça. Je pense qu'on va s'arrêter là, peut-être, Patrick, et continuer la discussion de manière informelle pendant la pause déjeuner. Et en tout cas, Pascal, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci, Patrick, et merci, Maud Fontenoy. Merci. Et on se retrouve dans 1 heure ici. Merci à tous. Bon.